politique. J'en avais assez. Je n'ai pas été dans des syndicats. Mais c'est seulement après la déportation que je milite jusqu'à aujourd'hui dans les organisations de déportation. Donc revenons en 1937 où vous êtes à Paris, où dans une réunion près de la République, vous recevez un télégramme de Pologne indiquant que vous êtes un renégat. Oui, ben, ça c'était sur l'arrêt dans les syndicats de métallurgie, je crois, c'était l'arrêt Lucien Sampax, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait avant. Et alors il y a un télégramme qui est venu de Varsovie, parce qu'il faut dire que les gens de dehors ne savaient pas ce qui s'est passé en prison. Et ils ne savaient pas que j'ai fait une autocritique. Et alors ils m'ont considéré toujours comme anticommuniste, comme renégat, etc. C'est pour cela qu'ils ont envoyé un télégramme. Mais justement, mon camarade Shimon Zaïdov, qui s'est trouvé arrêté parce qu'il était dans la brigade internationale, quand il est arrivé en France, il était dans le camp de Vernet en Ariège, où je me suis trouvé. Il m'a reconnu, mais il savait, lui, il ne savait pas ce qui s'est passé en prison. Alors, il savait que j'étais renégat. Alors, même là-bas, dans le camp de Vernet, j'étais exclu de toute la communauté. Alors, les communistes ne voulaient pas de moi. Ça vous a touché beaucoup? Bien sûr. C'était des staliniens. Et ils ne comprenaient pas, et c'était des durs. Bien sûr, aujourd'hui, ils ont changé. C'est moi qui avais raison. Je me rappelle encore, après la guerre, où je conduisais une délégation ensemble avec Louise Alcan, la secrétaire générale de l'amicale d'Auschwitz, pour le 10e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz. En arrivant à Varsovie, je n'étais pas sûr que je pourrais rentrer à Paris après. Parce que tout en étant français déjà, et avec un passeport français, en Pologne, j'étais considéré comme polonais. Alors les Polonais, ils pouvaient m'arrêter à chaque moment. Mais c'était déjà à ce moment-là, après le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, où Khrouchtchev avait dénoncé ce que Staline a fait. Et puis ça a commencé à changer un petit peu en Pologne. Mais moi, malgré cela, tout en étant... j'étais ensemble avec Henri Krasucki, justement, là-bas, à Varsovie, et il faisait partie de notre excursion, pèlerinage plutôt. Alors, tout en étant dans le grand hôtel, il y a un haut-parleur qui annonce mon nom, en me disant vous pouvez manger tranquillement et on vous attend dehors. Et là, je savais déjà qu'on va m'arrêter. Alors je dis à tous mes camarades qui étaient des convois, vous allez dire à ma femme que j'étais arrêté. Mais c'était une blague que mes camarades m'ont fait. Et je suis allé au ministère de l'Intérieur en Pologne et il y a une délégation qui est venue avec des fleurs vers moi et à la place de m'arrêter, ils m'ont salué. Et puis ils m'ont dit, c'était le chef de cabinet du ministre de l'Intérieur, il m'a dit, Henri, c'est toi qui avais raison, dans quelques mois, tu verras tout ce que tu as dit, c'était vrai. Et ça, c'est vrai.
La vérité. Et que disait Krasuki à cette époque? Henri, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voudrais continuer cette époque politique de ma jeunesse qui, l'acharnement des staliniens envers moi a continué jusqu'à la libération, pendant tout le temps que j'étais dans le camp. Je n'étais pas admis dans la communauté. J'étais en dehors de tout le monde. Sauf à une certaine époque où j'ai été admis dans la résistance, où je suis devenu un des dirigeants d'un petit groupe. Et cet acharnement a continué après à Buchenwald, où on m'a laissé aller plus loin qu'à Buchenwald dans tous les autres camps, et tous ceux qui étaient des communistes, ils sont restés à Buchenwald, ensemble avec les autres. Et moi, j'étais amené dans d'autres camps où j'ai beaucoup souffert. Et c'est seulement à la fin, où j'étais presque sans force, presque fini. Alors les camarades ils se sont apitoyés à ce moment-là. Et j'étais dans le petit camp de Buchenwald. Ils m'ont amené avec une lettre de Marcel Paul, qui était, si vous le savez, ministre du Travail dans le gouvernement en France. Il s'est trouvé ensemble avec moi à Buchenwald. Il était un des dirigeants de la résistance à Buchenwald. Il a donné une permission qu'on m'amène dans les grands camps ensemble avec tous les politiques, où j'étais libéré ensemble avec eux. Revenons en 1937 en France. Comment ça se passe pour vous après? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Après, en 1937, quand on m'a refusé d'aller en Espagne, j'étais mécontent parce que je voulais vraiment aller en Espagne pour un motif, parce que les républicains ils étaient là-bas pour la liberté contre le fascisme. Et une fois qu'on m'a refusé, je me suis trouvé en France sans travail, parce que de toute façon, je travaillais clandestinement en France parce que je n'avais pas le droit de travailler. Je n'avais même pas le droit de résider en France. J'avais une expulsion. Mais comme j'étais apatride, les Polonais m'ont enlevé la nationalité polonaise. Et la France était obligée de me garder. Et tous les 8 jours, je suis allé à la préfecture pour prolonger mon expulsion jusqu'à la déclaration de la guerre, où je me suis engagé volontaire pour la durée de la guerre. À ce moment-là, j'avais l'autorisation de travailler, de résider en France, mais pas longtemps. 8 jours après, j'étais appelé dans l'armée. Je suis allé à Barcarès. C'était en 1939, le 11 novembre. Et j'étais enrôlé dans l'armée de régiment des marches volontaires étrangères. J'ai été incorporé justement le 11 novembre 1939, mais 3 semaines après, j'ai été convoqué aux renseignements généraux de l'armée
en me disant on n'a pas besoin de vous dans l'armée. Nous avons assez de communistes en France. On n'avait pas besoin dans l'armée des communistes étrangers. Alors je dis, mais je suis plus communiste. Non, non, vous êtes marqué avec rouge, on n'a pas besoin de vous, je vous propose pour la réforme. Je dis, mais je ne suis pas malade. Non, 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 mais on vous propose pour la réforme. Alors on m'a emmené à Perpignan et on m'a réformé numéro 2 et envoyé dans mes foyers à Paris où je commençais à travailler déjà parce que j'avais le droit de travailler. J'ai commencé à travailler. C'était la guerre, on travaillait dans des usines de guerre, de production pour la guerre, des vêtements. Et voilà, c'est tout de cette époque. Et ça, c'est après la déclaration de guerre? La déclaration de la guerre, c'était le 3 septembre 1939, après l'invasion de la Pologne. Et après, bien entendu, l'arrangement les Allemands avec les Soviétiques. Le pacte germano-soviétique. Partager la Pologne. Et ils avaient un point stratégique pour s'arrêter et pour se départager de la Pologne. Alors moi, j'étais engagé volontaire et puis je suis allé dans l'armée. Et qu'est-ce que vous en avez pensé du pacte germano-soviétique? Eh bien, c'était une trahison. C'était une trahison envers les combattants contre le nazi. Et on trouvait ça néfaste, négatif. Et on savait que de toute façon, Hitler attaquera de toute façon l'Union soviétique parce qu'il avait l'intention de dominer le monde et anéantir tous les juifs dans le monde. Et vous en avez discuté avec d'autres camarades à cette époque? Oui, mais tous ces camarades-là que j'avais discuté, ils ont dit que l'Union soviétique avait raison. Et c'était des staliniens. Presque tous, ils étaient d'accord avec le pacte germano-soviétique. Et moi, je considérais que le pacte germano-soviétique est négatif. Négatif pour la défense de la liberté, pour le combat contre le nazisme. Et j'étais en dehors des autres. Et qu'est-ce qui se passe après pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous après? Pour moi après, quand j'ai été réformé, je suis revenu à Paris. Et puis le 10 mai 1940, l'armée allemande a attaqué la France, a attaqué d'abord la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, et après la France. Et puis les Français, ils ne voulaient pas laisser personne en dehors de la guerre. Ils ont affiché sur le mur que tous les apatrides ils sont obligés de se présenter pour les services auxiliaires. Alors, comme moi j'étais réformé, j'étais obligé de me présenter au service d'auxiliaire. Mais avant encore, quand je suis arrivé de l'armée, j'étais obligé d'aller dans la préfecture, régulariser ma situation administrative. Alors, à la préfecture, on m'a dit, mais vous êtes polonais? J'ai dit, non, je ne suis pas polonais. Les Polonais, ils m'ont exclu ils m'ont enlevé la nationalité. Non, non, il dit, aujourd'hui, les Polonais, ils sont en France, ils sont à Côte-Guidon, ils sont ensemble avec les Français. Et vous êtes polonais, il faut aller dans l'armée polonaise. Eh bien,
on m'a donné, le consulat m'a donné les papiers, on m'a rendu la nationalité et on m'a envoyé à la commission de réforme. Et à la commission de réforme, je ne me suis même pas déshabillé. Je dis, mais écoutez, je n'étais pas bon pour le service armé en Pologne. J'étais réformé en France, voilà, le livre militaire. Je ne trouve pas que je suis bon pour aller servir les Polonais. Alors ils se sont regardés et puis un officier français, un capitaine, a dit oui, il a raison. Il était réformé de l'armée française, il n'y a pas de raison qu'il doit aller dans l'armée polonaise. Et je suis parti libre, sans servir. Ben, la préfecture n'était pas contente. Alors, et quand je suis allé pour le 13e arrondissement, la mairie du 13e arrondissement, pour la mobilisation de tous les étrangers qui devaient servir au service auxiliaire, je ne me suis pas déshabillé non plus. Je dis voilà, je t'ai réformé ici, je t'ai réformé là, je ne suis pas bon pour le service militaire. Alors ils m'ont dit bon, vous êtes ajourné pour 6 mois. Mais à côté il y avait une table là, où il y avait des agents de la préfecture et ils m'ont dit votre nom, votre adresse, on pensera à vous dans quelques jours. Et en effet, quelques jours après, c'était le 18 mai 1940, dans la nuit, j'ai habité au 28 rue Les Sages, dans le 20e arrondissement, au 6e étage, une petite chambre mansardée, sans électricité, sans gaz, vraiment pauvre. C'est tout ce que j'ai trouvé. Ils m'ont arrêté. C'était le 18 mai 1940. Qui vous a arrêté? Et puis ils m'ont emmené avec d'autres dans le camp, dans le stade Roland-Garros. Qui vous a arrêté? La police française. C'était encore la police française au service de la Troisième République, avec Daladier, qui était Premier ministre. Et donc c'était déjà la drôle de guerre. Et ils ont commencé à arrêter les véritables patriotes, les véritables combattants contre le fascisme, contre le nazisme. Ils ont préparé l'invasion allemande en France. D'ailleurs, l'armée n'était pas prête pour la guerre. Il n'y avait rien. Il y avait des fusils de 1870. Il y avait des mortières. Ce n'était pas une armée. L'armée n'a pas tenu à l'invasion allemande quelques jours après. Quel motif a-t-on invoqué pour vous arrêter? On m'a dit que je suis nécessaire, j'appartiens aux 5e colonne. Alors, quand on m'a amené à la préfecture, en tant qu'arrêté, je me suis révolté, et je commençais à crier, pourquoi vous m'avez arrêté, j'étais engagé volontaire. Alors il y a un commissaire, ou c'était pas un commissaire, un simple inspecteur, qui m'avait dit, vous savez, vous appartenez à la 5e colonne. Alors je lui ai répondu, je ne sais pas qui est-ce qui appartient vraiment à la 5e colonne, vous ou moi. Je dis, la 5e colonne, c'est vous, parce que vous préparez, vous arrêtez le meilleur. Et vous préparez l'invasion allemande. Alors il m'a fait sortir, bien entendu, et on m'a amené dans un fourgon, on m'a amené au stade de Roland-Garros, où ils avaient organisé un camp, avant d'être transporté vers le camp de Vernet en Ariège. Le 31 mai 1940. Et à Vernet, comment ça se passe? Eh ben, le camp de Vernet était un camp disciplinaire. Tous ceux la plupart qui étaient là-bas, c'était des combattants de l'Espagne républicaine, les Espagnols, la brigade internationale, et surtout le réfugié politique.
Et le camp de Vernet n'était pas un camp vraiment comparable à tous les autres camps que j'ai vécu après. C'était une pension de famille à côté des autres camps, même à côté de Rancy. Et alors, mais le camp de Vernet était gardé par la milice, par les gendarmes français, par les gardes mobiles, et les gendarmes transformés en gardes mobiles, par le gouvernement de Vichy, par Pétain. Et nous avons même fait une révolte dans le camp, parce qu'il y avait des combattants d'Espagne, etc. On a fait une révolte. Et les Français, c'est-à-dire le régime de Vichy, nous a envoyé le 17e régiment d'infanterie qui était garé à Toulouse contre nous, mais nous, on ne pouvait rien faire, on n'avait pas d'armes, on n'avait rien. Alors ils ont maté la révolte, ils ont arrêté les principaux dirigeants, ils ont mis une prison dans les camps. Alors au Vernet, on n'a pas travaillé, on n'était pas obligé de travailler, mais moi je voulais travailler parce que je voulais me évader. J'avais des conversations avec un camarade qui justement il y a quelques semaines il est mort, et on avait projeté de s'évader. Mais lui il m'a lâché à la dernière seconde. Moi je travaillais au ravitaillement, et à un moment donné j'étais habillé en militaire, je gardais encore le costume militaire d'avant. J'étais dans une colonne, et quand il disait « halte », et moi je suis allé tout droit vers la grande porte, et je saluais les sentinelles, et je suis passé par la grande porte, et je me suis évadé. Mais je n'avais pas de chance. D'abord, je n'avais pas de papier, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. Et mon but était d'aller à Toulouse et d'aller rejoindre le maquis. À ce moment-là, il y avait déjà quelques maquis à Toulouse. Et j'avais un oncle qui était réfugié de Paris, et puis il était à Toulouse. Je ne sais pas où c'est qu'il était, mais je dis, je le trouverai bien. Et alors, en passant par un chemin découverte, il y a des gendarmes qui sont passés en vélo. Je saluais les gendarmes, et puis je n'ai pas assez louche. Ils se sont retournés, et ils sont venus vers moi. Où c'est que vous allez? Je vais tout droit, je vais dans le pays voisin, c'était Malmazette, je crois. Alors il dit, vous avez les papiers? J'ai dit, non, je n'ai pas de papiers. Et vous êtes certainement évadé des camps de Vernet. Je ne pouvais rien faire, ils m'ont arrêté. Ils m'ont ramené dans le camp. Et après, j'étais amené à Pamiers, au tribunal, et j'étais condamné à 2 mois de prison ferme, où j'ai été dans une prison départementale à Foix, dans l'Ariège. Et après la prison, on m'a ramené dans les camps. Les camps, c'était mon habitation. Je suis resté dans le camp jusqu'au 8 août 1942, où on a choisi 175 juifs, réfugiés politiques et politiques. Et on nous a enfermés dans des wagons à bestiaux, et on nous a promenés vers le camp de Mille, vers le camp de Gurs, vers le camp de Revesaltes. Ils ont ramassé des gens, et
on a fait un tour jusqu'au Drancy. Et on était presque 2000. En arrivant à Drancy, je voyais la différence de camp. C'était des jours et nuits. Je ne reconnaissais pas. La vie était extrêmement dure. Je commençais à voir les gens qui connaissaient de Paris, tous arrêtés, les femmes, les hommes, les enfants. C'était un véritable pagaille là-bas à Drancy. Et puis au milieu de la place, il y avait plein de valises, parce que l'administration de Drancy, enfin les dirigeants de camp, n'ont pas permis d'amener, quand ils ont transporté en déportation, d'amener toutes les affaires. Ils ont dit, vous avez droit seulement à amener une valise qui ne pèse pas plus que 15 kilos. Alors le reste, vous laissez. Alors toutes les valises, toutes les affaires, ils sont restés sur la place. Une grande place énorme, pleine de valises. Et puis on nous a emmenés, je suis pas resté longtemps à Drancy, je suis resté 24 heures. Et après, on nous a emmenés, c'était le 18e convoi de Drancy à Auschwitz. On nous a emmenés dans des autobus parisiens, gardés par la police française, par les gendarmes français, dans les gares de triage à Bourget, et des Bourget dans des wagons entassés. Il y avait de la place pour 40 personnes ou 7 chevaux. On était une centaine, sans aucune hygiène, sans manger, sans boire. J'étais choisi comme chef de baraque, comme chef de wagon. Et puis il fallait organiser que les gens ils ont où s'asseoir parce qu'à Danger il n'y avait pas de place. Et ça sentait très mauvais parce que les gens ils n'avaient pas où faire ses besoins humains. Et à chaque arrêt, on devait nous donner à boire, on ne nous a pas donné à boire, surtout sur le wagon c'était marqué Juden, alors personne n'osait approcher des wagons parce qu'ils disaient ça, Juden c'est quelque chose qui n'est pas bien. Alors dans ce wagon-là, on a roulé je ne sais pas combien, peut-être 2 nuits, 1 jour ou 2 jours, et on est arrivé à le 13 ou 14 août, on est arrivé à Birkenau. Je ne suis pas sûr des jours, peut-être le 10 on est parti, le 13 ou 14 on est arrivé à Birkenau. Et là, à Birkenau, c'était déjà la nuit. Pas tout à fait la nuit, mais c'était avant minuit. Le train s'arrêtait. Et on entendait des cris, Rose, 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 Rose. On a ouvert brusquement les portes des wagons, et puis avec des schlacs, on nous a fait sortir brusquement. Et on voulait prendre la valise. Non, il faut laisser la valise, vous les trouverez après. Et on était abrutis, on ne savait pas où c'est qu'ils nous sont. Et au bout, il y avait un espèce de médecin avec une schlac, et il y avait des capots de chefs de bloc, toutes les privilégiés des camps, des droits communs, et qui sont, c'était de durs, des gens qui battaient, des gens qui maltraitaient des gens, d'autres déportés. Et ils ont fait une sélection. Les camions, ils étaient à côté. Et d'un côté, il y avait aller à gauche ou à droite. Alors les femmes et les enfants et les vieillards, c'était à gauche.
et à droite, c'était d'autres. Alors, le moins jeune, le moins vieux, les plus jeunes, ils sont partis à droite. Et moi, je me suis demandé, est-ce que je dois aller à gauche ou je dois aller à droite? C'était vraiment choisir entre la vie et la mort. J'ai choisi la droite. Alors donc, la droite, c'était pour entrer dans le camp. On n'était pas nombreux pour entrer dans le camp parce qu'on a un transport de à peu près 1000 personnes, 250 ils étaient choisis pour aller rentrer dans le camp et tous les autres, ils sont partis 10 minutes après, il y avait que la fumée, il n'y en avait plus personne, ils étaient allés dans le, comment on appelait ça, dans le Himmelkommando, c'est-à-dire dans le commando des ciels. Et nous, on est rentré dans le camp, mais on a couru, on nous a fait courir dans le camp avec les schlack. On est arrivé dans une baraque où il y avait un espèce de SS-man, un gardien de camp. Et il y avait également un énorme capot, un droit commun allemand, et qu'ils ont fait un discours. Vous êtes venus ici dans un camp de travail. Si vous travaillez bien, vous aurez de la chance de sortir. Si vous travaillez mal, c'est la mort. Et tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, de l'or, de brillant, de l'argent, de conserve, de tout ce que vous avez, il faut tout mettre sur la table. Garde à vous, si on trouvera chez quelqu'un quelque chose, ce sera vraiment une condamnation de mort. Nous, on n'avait rien. On venait d'un camp, on était resté 2 ans et demi. On n'avait rien, on avait ni argent, rien, ni bijoux, ni rien. Mais il y en avait un quand même, un juif autrichien, qui a caché dans un endroit où je n'ose pas le dire. Et on nous a tous déshabillés complètement et la fouille a commencé. Alors tout le monde était obligé de se courber, ils ont regardé avec une lampe de poche à l'intérieur et puis ils ont vu qu'il y a quelque chose qui brille chez lui et on lui a dit de l'évacuer. Il l'a évacué, c'était un gros brillant, un diamant. Et puis, il y avait c'était pas une chaise, c'était fait quelque chose exprès pour allonger le condamné. Et ils ont attaché avec les ceintures de 2 côtés de capot, avec de gros bâtons. Et ils ont commencé à compter 25 coups sur le derrière. Alors, pour vous dire, 1 coup, 2 coups, 3 coups, c'était déjà beaucoup, mais 25 coups, c'était presque la mort. Alors, enfin, c'était un gars qui était vraiment costaud. Il s'est soulevé, et il pouvait encore un petit peu marcher, mais il a marché tout de suite. Il est sorti de la baraque en vitesse, il est allé jusqu'au fil barbelé, qu'il était électrifié. Et le mirador de l'autre côté, il a tiré et puis il était mort tout de suite. Tout de suite après, on nous a donné des habits rayés. On est rentré dans le camp. C'était dans une quarantaine à Birkenau. C'était le bloc 3. Et on nous a mis tous dans des niches qui étaient pour 4 personnes. On nous a mis une vingtaine dedans, entassés, pour soi-disant dormir, se reposer. On ne pouvait pas s'allonger, mais on dormait parce qu'on était très fatigués et on était affamés et assoiffés. Et on est resté en train de dormir presque 2 heures. À 3 heures du matin, 3h30. D'un seul coup, on nous a réveillés. On ne savait pas où c'est qu'on se trouvait parce qu'on était endormis encore. Avec des schlacs.
on nous a fait sortir des baraques. C'est un appel. L'appel, c'était à 8 heures du matin. L'appel, c'est les SS qui faisaient l'appel. Il faut dire que les SS ne se trouvaient pas dans les camps. Les SS, ils étaient dehors, en dehors des camps. L'administration des camps, c'était de déporter eux-mêmes, de droit commun, des capots, des chefs de bloc, de Stubenmeltester, c'est-à-dire ceux qui ont aidé à des capots. Et alors, on devait rester comme ça, debout, dans les chaleurs, parce qu'il faisait très chaud à ce moment-là, c'était mois d'août. Comme ça, jusqu'à 8 heures du matin. D'un seul coup, il y en a un qui s'est agenouillé. Il était fatigué, c'était un homme pas très... Enfin, aujourd'hui, enfin, c'était un homme à peu près une cinquantaine, c'était assez costaud, mais il était fatigué. Après un long voyage, il s'est agenouillé. Alors, le chef de bloc, qui était un Polac, un de droit commun, l'a appelé. Il lui a dit, viens ici, tu es fatigué? Il dit oui. Il lui a donné une claque d'un côté, il est tombé. Relève-toi. Il s'est relevé, il lui a donné une autre claque. Il s'est couché. Il a appelé son aide de camp, le Stubenmeltester, le Stubendienst plutôt. Et il lui a dit, apporte-moi un balai. Alors il a porté le balai. Il a mis le balai sur la gorge et ils ont fait une balance tous les deux. Ils l'ont étranglé. Cet homme-là avait un fils qui était aussi dans la colonne. Et il serrait les poignets. Et alors le chef de bloc l'a vu, il l'a appelé. Pourquoi tu fais ça? Il a dit, c'était mon père. Ah bon? Et bah, tu iras avec lui. Et alors ils l'ont assassiné. La même chose. Après, il s'adresse, qui est-ce qui parle polonais? Il n'y en avait pas beaucoup qui parlaient le polonais. Moi, je me lève, je dis, moi, je parle polonais. Ah bon. Alors, comment ça va là-bas pour le deuxième front? Je dis, le deuxième front, après moi, dans 3 semaines, il y aura le deuxième front. Alors, il m'a regardé. Tu as vu ce qui s'est passé maintenant? Tu crois vraiment que dans 3 semaines, tu seras vivant? Si dans 1 heure, tu seras vivant? On n'arrivera pas les 3 semaines. Nous tous. Moi avec. Alors, j'avais de la chance. Parce que tout de suite après, il m'a dit, si tu ne pars pas en transport, parce que vous devez partir maintenant en transport, mais si tu ne pars pas, tu t'adresseras à moi et tu seras bien reçu chez moi. Tu seras mon aide. Moi, je vis déjà ce que c'est, un aide. Je dis jamais de la vie, je m'adresserai à lui. Et puis j'avais de la chance, on devait partir en transport, les 250 qu'ils étaient choisis. Mais comme on avait faim, ils ont distribué la soupe. Il y avait un bidon. Ils ont distribué la soupe. Et il y en a un qui a reçu la soupe pour un deuxième, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gamelles. Alors, un louche qui avait 1 litre, il a donné la moitié des louches. Un qui a reçu une louche de soupe, et l'autre, il a reçu
la louche sur la tête. Moi, je me suis en dehors. Alors écoute, chérie, ce que tu vas faire. T'as beaucoup de travail? T'as quand même beaucoup de travail, mais écoute, quand ton frère arrivera, vous serez encore là dans un quart de 20 minutes, une demi-heure maintenant. Non, moi j'ai besoin d'eux dans une heure. Donc, on est le 20 novembre 1995. Interview de Henri Erstenstein par Jackie Assoun. Nous sommes à Paris, France, et l'interview est en français, cassette numéro 3. Donc, j'avais de la chance. Je devais partir en transport. Et comme on était affamés, on n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. On nous a donné la soupe et commençait à distribuer la soupe avec une louche qui contenait 1 litre, mais ils ont pris 1,5 litre, et le gamelle. Il n'y avait pas assez de gamelles pour tout le monde, un gamelle pour 2. Alors, dans un gamelle, on a versé les demi-louches de soupe, et le suivant a reçu un coup avec la louche sur la tête. Moi, je me suis mis à l'écart et je commençais à compter. Et lui, il va avoir la soupe. Et lui, une louche sur la tête. Lui, la soupe, une louche sur la tête. Alors donc, moi, je vais avoir une louche sur la tête. Je dis, je n'ai pas mangé quelques jours et je ne vais pas avoir la louche sur la tête. Et en effet, je n'ai pas eu la louche sur la tête, ni le gamelle de soupe, et on est parti à pied avec des sabots, parce qu'on n'avait pas de chaussures, on nous a donné des sabots. Et dans les sabots, c'était très, très mal à marcher. C'était des cailloux, c'était pas asphalté. C'était dans un petit pays en Pologne. Et on est parti en colonne, on était 250, dans le camp de mine de charbon Jawiszowicz. Dans ce camp-là, nous étions les premiers à inaugurer ce camp-là. Ce camp-là était destiné pour les travailleurs libres d'Italie, mais ils ont transformé dans ce camp-là un camp de concentration. Et on était amenés dans ce camp-là pour travailler dans la mine de charbon. Et là-bas, de ces 250, on était choisi seulement 150, ce qui montrait le muscle, ce qui disait leur profession. Bien entendu, quand on disait qu'on était tailleur ou commerçant, on n'était pas apte à travailler dans le mine de charbon. Moi, je dis que je suis transporteur. Alors, je montrais encore le faible muscle que j'avais, mais j'avais encore des muscles. Et j'étais choisi pour aller travailler dans le mine de charbon. Ce camp-là était nouveau, comme je disais. Il n'y avait pas de cuisine. La cuisine était en construction. Et les repas, on nous emmenait du camp de Auschwitz. C'était un camp modèle, parce que, comme je disais, c'était destiné pour les travailleurs libres italiens. Des lits avec des draps, des matelas, chacun un lit, des couvertures et des douches. Donc c'était assez confortable. Quand on est rentré dans la mine,
On nous a donné des chaussures neuves, de mineurs. Et dans la mine, vous savez, Jawiszewice se trouvait en Haute-Silésie, donc c'était la Pologne. Et les travailleurs dans la mine, c'était les Polonais. C'était aussi des travailleurs forcés. Ce n'étaient pas des mineurs professionnels, il y en avait, mais peu nombreux, mais tout le monde était obligé de travailler. Et les Polonais civils, ils travaillaient dans ces mines-là. Et quand nous, on est rentré dans la mine, on nous a donné chacun une pelle, une pioche. Et il y a un chef qui était mine à Oberheier, je ne sais pas comment ça s'appelait en français. C'était un chef de mineurs. Il a demandé qui est-ce qui parle polonais. Alors, moi je dis, je parle polonais. Il dit, bon, alors, si toi tu parles polonais, tu n'as pas besoin d'une pioche ni pelle. Tu seras le chef d'équipe. Alors moi je suis devenu chef d'équipe. C'est moi qui ai organisé des internés, des déportés qui étaient avec moi, et 2 déportés avec un mineur polonais. Ils travaillaient ensemble. On était obligé de fournir, c'était pour l'effort de guerre allemand, le charbon, on était obligé de fournir tous les jours 12 mètres carrés. On était en profondeur de 320 mètres. Et 12 mètres carrés, 12 mètres cubes. 3 personnes, c'était très difficile à le faire. Et les Polonais qui travaillaient, il était civil, et il montait chez lui, à la maison, ce qu'il habitait. Tandis que nous, on est rentré dans le camp. Nous, on n'avait presque pas à manger. Pour l'effort qu'on voulait de nous, on ne nous a pas donné à manger. Pas assez. Et les Polonais, ils voulaient que nous, on fournisse le même effort qu'eux, les travailleurs civils, et qu'ils ont bien mangé. Alors, il y avait une discorde entre les civils polonais et nous, et surtout les civils polonais, c'était des antisémites. Ils parlaient avec des joies, vous les juifs, vous avez mangé des poulets, vous avez mangé des oies, vous avez mangé des lapins, et vous étiez des rois, quand vous étiez tailleur, et vous avez cousu avec des grands fils, vous nous avez vendu des pantalons, et vous étiez médecin, vous avez donné des médicaments pour empoisonner les Polonais. Enfin, c'était plein de mots antisémites. C'est avec joie qu'il disait ça. On brûle, on sent dans tout le pays qu'on brûle les Juifs. Moi, j'étais mieux que les autres parce que j'avais un Polonais qui m'a fourni de temps en temps un peu de pain que j'ai partagé avec les autres. Et je travaillais la même chose que les autres, malgré que j'étais chef d'équipe. C'était un travail technique. C'était de... Je sais ça en allemand, je ne sais pas ça en français. C'était un Rutschenkommando. C'était des glissières où on a mis le charbon glissait jusqu'à une bande dans des wagonnets, et les wagonnets ils sont partis vers la surface. Et tous les 24 heures, tous les 12 heures plutôt, on était obligé d'échanger les glissières. Le tapis roulant. Parce que, non, les glissières, les tapis roulants, les glissières, le charbon rentrait sur les tapis roulants par les glissières.
Et les tapis roulants étaient allés vers les wagonnets, et les wagonnets, ils sont partis à la surface pour être livrés à destination. Alors, un jour, il y a des SS qui nous ont accompagnés, des SS, parce que nous on était un commando de 12, moi j'étais le 13e, et tous les 6 heures du soir, on partait travailler, accompagné de deux SS. Et au milieu de la route, il y avait des arbres, des fruitières, il y avait des pommes. Alors j'ai demandé à l'SS, est-ce qu'on peut ramasser quelques pommes? Alors il a regardé partout, il a dit oui, allez-y, ramassez. On a ramassé quelques pommes, on l'a amené dans la mine, puis on a partagé avec les autres et on a mangé. Un jour, un Polonais m'a donné un paquet de pain enveloppé d'un journal qui était le Völkischer Beobachter, un journal nazi, allemand, mais c'était quand même un journal. Il fallait lire entre les lignes pour savoir ce qui se passe. Alors, machinalement, je n'avais pas lu un journal depuis quelques années. Et quand j'étais à la surface, attendre les autres, je dépliais mon journal et commençais à lire. Le SS m'appelle. Depuis quand un déporté a droit de lire les journaux? Ah, je dis, mais, monsieur le SS, excusez-moi, mais c'était machinalement, ça fait des années que je n'ai pas vu un journal. Tu sais lire l'allemand? Je dis oui. Bon, donne-moi ton numéro. Là-bas, dans les camps, on ne connaissait pas le nom. On connaissait seulement le numéro. Alors, le numéro, j'étais obligé de retrousser la manche et de lui montrer le numéro. Bon, alors, à l'appel, on va t'appeler. Moi, j'ai commencé à trembler parce que je savais que c'était une condamnation à mort. Et sur la place d'appel, j'attends. On ne m'appelle pas. Je dis, c'est bon signe. Quand je suis retourné à la mine, et après monté à la surface, le SS, le même, vient vers moi et me donne un paquet de pain enveloppé avec un journal le même jour. Mais il dit, fais attention, ne le montre à personne et ne dis pas c'est moi qui t'a donné. Hein? J'ai emmené dans le camp, et malgré que dans le camp on avait un radioémetteur, un radiorécepteur, construit par la résistance, construit par un ingénieur qui n'est plus là, un radioélectrique. Et on savait toutes les nouvelles, on était en contact avec les maquis, avec les résistances polonaises nationalistes. Alors, le même SS, quand il était avec un autre, il était plus méchant que l'autre. Il nous martyrisait, il nous battait, même moi, qui me connaissais déjà. Mais le lendemain, il m'a donné un paquet de pain enveloppé avec un journal. Il y en a un qui avait peur de l'autre. Tellement même les SS, ils étaient terrorisés par le régime qu'ils ont choisi eux-mêmes. Un jour, les SS n'avaient pas le droit de descendre dans la mine avec les armes, parce qu'il y avait le gaz, et ça pouvait créer un incendie. Ils n'avaient pas le droit. Alors, en marchant, il m'a dit, Vorarbeiter, ça veut dire chef d'équipe. Tous les deux, c'est-à-dire lui avec son copain, qui nous ont accompagnés, et nous avons des permissions d'aller à Berlin.
Alors à 3 heures du matin, il faut que tu montes à la surface. Moi, je dis, mais c'est pas possible, le travail ne sera pas fait. Je m'en fous. Je veux que vous soyez là. C'était 3 kilomètres à marcher à pied en bas, dans la mine. Alors, comme moi j'étais chef d'équipe, je dis à mes camarades, écoutez, à 3 heures du matin, on s'en va. Mais les Polonais, ils ne nous laisseront pas partir parce qu'ils seront obligés de rester là-bas encore 12 heures ou 24 heures, parce qu'il fallait ramasser le charbon. Alors je dis, le SS, il va me tuer. Vous ne voulez pas que je sois tué? Vous viendrez avec moi. Mais va savoir l'heure. Moi, je n'avais pas de montre. Je m'adresse à un Polac, et je lui demande quelle heure il est. Il m'a dit, sale juif, tu as besoin de savoir l'heure? Je m'adresse à un autre, la même chose. Alors j'ai décidé d'amener par force tout le monde, tous les 12. Alors je me suis adressé à 2, que j'étais en train de travailler avec un Polac, et tout le monde avait une lampe avec une lumière de gaz, et pour nous éclairer, parce que là-bas il n'y avait pas d'éclairage dans la mine, c'était ça qui est l'éclairage. Une fois, j'ai demandé au Polonais, écoute, je suis obligé d'amener tes 2 compagnons, parce que le SS, il part en permission, et nous sommes obligés de monter à la surface. Non, vous n'irez pas. Alors, il voulait me battre, j'ai pris ma lampe, et je lui ai donné un coup, et lui, il m'a donné un autre coup. Moi, je suis tombé sur le charbon, je me suis foulé un bras. Donc je ne pouvais plus porter ma lampe avec un bras et je ne pouvais même prendre mon veston. Alors tout le monde est parti et d'un seul coup je vois l'SS avec la carabine. Il vient vers moi, il voulait me battre, mais en voyant que je ne porte pas ma lampe, il dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il y a un Polonais qui m'a battu. Et puis, ils avaient une une exclusivité plutôt, de nous battre, et pas les autres, et pas les Polonais. Et ils avaient le droit, mais les civils, ils n'avaient pas le droit de nous battre. Alors, il est allé avec moi, il a retourné vers la fosse, et puis ils ont pris le nom de Polac. Qu'est-ce qui est arrivé après avec lui, je ne sais rien, ils l'ont certainement arrêté. Et moi, j'étais blessé, et je suis rentré dans l'infirmerie. Mais dans l'infirmerie, c'était très difficile, c'était risqué, parce que tous les quelques jours, il y avait une sélection, et tous ceux qui étaient malades, on nous amenait à Birkenau pour les gazer. Et comment j'étais dans la résistance, j'étais désigné comme loafer, ça veut dire coursier. Et on m'a donné une bande rouge où c'était marqué loafer et j'avais presque une liberté, quasi liberté de me promener dans le camp et même en dehors des camps pour aller dans le baraque des SS. Tout le monde me connaissait. Et je faisais d'espionnage, j'écoutais ce que les SS parlaient, je rapportais à l'organisation de la résistance. Comment était organisée cette résistance? La résistance de camp, surtout dans notre camp, il y avait des politiques, il y avait des combattants d'Espagne, des Allemands, de toutes les nationalités. Alors ils ont commencé à structurer une organisation de la résistance. On a amené des pièces détachées que les maquisards nous ont données dans la mine et on savait déjà
quand est-ce qu'on sera fouillé ou pas fouillé. Et le jour où on nous a dit vous serez fouillé, on n'emmenait pas, parce qu'il y avait déjà des camarades à nous qui étaient des Allemands politiques, et qui nous ont dit il ne faut rien emmener aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous allez être fouillés. Mais si on trouve une chose pareille, un revolver, une pièce détachée de mitraillette, ce sera la mort. Eh bien, on a creusé des tunnels dans quelques baraques où le chef de bloc était sympathisant de la résistance. Et moi, quand je suis arrivé du travail, c'était à 3 heures du matin, presque chaque fois, je suis descendu dans les tunnels pour creuser. J'ai ramassé la terre dans les poches, puis après on l'a dispersée sur la pelouse des camps pour que les capots, les SS ne s'aperçoivent pas qu'on fait quelque chose. Mais parmi nous, malheureusement, il y avait un Polonais, un non-juif, qui a mouchardé et qui a donné une baraque seulement. Il ne savait pas de toutes les baraques, parce que l'organisation était bien structurée. Il y a un responsable d'un groupe de 5 qui connaissait tous les 5, mais les 5 qui ne se connaissaient pas entre eux. C'était très bien structuré, c'était vraiment fait par des professionnels, ceux qui ont combattu en Espagne. Ils savaient comment structurer une armée clandestine. Et sur chacun qui était membre de la résistance, on a fait une enquête. Et on a fait sa biographie, qu'est-ce qu'il faisait en civil. S'il était dans une organisation, s'il était syndiqué, s'il était socialiste, communiste, démocrate, etc. Et quand on a trouvé que celui-là est apte pour entrer dans la résistance, on lui a dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, on a fait une enquête et on t'a désigné d'être dans la résistance si tu veux. Bien entendu, il ne pouvait pas avoir de refus parce qu'on était content qu'on pourra enfin se défendre avec les armes à la main contre les bourreaux. Et grâce à ce que j'ai été offert, j'ai été, après l'évacuation des camps, le 18 janvier, quand on a commencé la marche de la mort, on avait le contact avec les maquisards et la résistance nationaliste polonaise qui nous ont promis de nous aider pendant la marche en nous donnant un signal qu'on se révolte, on prend les 16 prisonniers et on rejoint le maquis. Et moi, je transmettais les ordres du comité central, qui je connaissais quelques-uns, et j'étais libre parce que tout le monde me connaissait, les SS, les chefs de bloc, et j'avais une bande rouge, c'était marqué Laufer, ça veut dire coursier. Alors je suis allé d'un bloc à l'autre, dans la colonne, parce que c'était par bloc, 1, 2, jusqu'au 15, parce qu'on était 15 blocs. C'était une colonne qui était très longue, il y avait au moins 2400 personnes dans notre camp. Alors je transmettais les ordres. Alors à chaque fois on m'a dit, alors quand est-ce qu'on aura le signal? Et moi j'ai demandé aux dirigeants, alors on marche, et puis les camarades sont morts comme des mouches. Ils tombent parce qu'il faisait froid, il y avait la neige, ils étaient mal habillés. Et ceux qui ne savaient pas marcher, on les portait. Et c'était déjà dur de marcher tout seul quand il fallait porter encore d'autres. Et puis les SS, ils achevaient un après l'autre, achevaient les camarades.
Alors, on est allé jusqu'à la gare de Oslo, sans signal de Polonais, moi je suppose que les Polonais savaient que la grande majorité, 90%, étaient des Juifs, ils n'avaient aucune intention de sauver des Juifs, et qui ne nous ont pas donné les signaux, et on nous a laissé aller plus loin jusqu'à la gare de Oslo, en Allemagne, où les trains et de wagons ouverts, enneigés, nous entendaient. Et là, on nous a mis tous dans le wagon, je dis tous, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui sont restés. La plupart, ils sont morts en route, achevés par les SS à coups de revolver ou par les chiens enragés. Parce qu'ils marchaient ensemble avec les chiens. Chaque SS avait un chien. Et puis on nous a mis dans des wagons et on a commencé à rouler destination Allemagne sous le bombardement soviétique. Parce que les soviétiques ne savaient pas, ils croyaient que c'était des colonnes militaires allemands, parce qu'il y avait des camions allemands, etc. Et ils ont bombardé, il y a certainement beaucoup qui sont morts après le bombardement soviétique. Dans les wagons, il y avait trop froid, on n'avait pas à boire, on mangeait de la neige. Et il y avait plein de cadavres. Les gens crevaient comme des mouches. Et là, je vis un juif manger un autre, devenu cannibale. Et on était obligé de jeter les cadavres par-dessus le wagon pour qu'ils ne puissent pas manger. Tellement on avait faim. On a fait un arrêt dans le camp de Gross-Rosen, un très grand camp, mais on ne nous a pas admis dans ces camps-là. On nous a donné à boire. Je crois que c'était la Croix-Rouge allemande. Et on est parti vers Buchenwald. Pour vous dire, de 2400 personnes qui ont été évacuées des camps, il restait 2 à 300 à rentrer dans le camp de Buchenwald. Buchenwald, c'était un camp de concentration. Oui, il faudra que je vous souligne qu'il y a une distinction, qu'il faut faire une distinction entre camp de concentration et camp d'extermination. Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Sachsenhausen et aussi des autres étaient des camps de concentration. Je ne vais pas dire que les camps de concentration c'était une pension de famille, loin de là. Les gens ils étaient torturés, massacrés, battus, maltraités, affamés. Mais ils avaient encore un espoir de sortir un jour. Tandis que les camps d'extermination, où c'était Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Belz, Chelmno, étaient des camps d'extermination. Quand on rentrait dans ces camps, c'était pour ne plus sortir. Aucune chance de sortir. Je suis un de ceux qui ont eu de la chance de sortir de ces camps d'extermination. Mais c'est rare. 6 millions de notre peuple qui ont été massacrés, torturés, assassinés, gazés et brûlés après dans les fours crématoires. Jamais entendu dans l'histoire de l'humanité, tant que le monde existe. 6 millions de nos frères et sœurs, il ne faut pas oublier.
À Buchenwald, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, eh bien, à Buchenwald, comme je disais, on n'était pas nombreux. Et c'était un très grand camp, c'était un camp politique où l'administration était dans le monde des communistes, français et allemand. Et moi, je n'étais pas considéré déjà comme communiste, alors j'étais en dehors de tout le monde. Alors, dans ces camps, d'abord, on n'avait pas droit de manger, on n'avait pas droit d'une soupe et d'un morceau de pain parce qu'on n'était pas encore inscrit dans ces camps. Alors, depuis quelques jours qu'on n'avait pas mangé, les petites rations de pain quand on nous a donné quand on a évacué le camp, c'est-à-dire un pain de 800 grammes pour 14 personnes, ça ne suffisait pas pour manger les quelques jours. Donc on avait faim et on ne nous a pas donné à manger. Au camp de Buchenwald, il y avait une sélection. Et il y avait un grand cinéma, ça faisait une grande salle, une très grande salle, où ils ont rassemblé tous ceux qui devaient partir en transport pour travailler dans un autre camp. Alors tous ceux qui étaient communistes, ils étaient appelés et on les a enlevés de cet cinéma et puis ils sont rentrés dans le camp. Moi, je n'étais pas appelé. Comme j'étais banni, alors je suis parti avec tous les autres dans un commando à Krawinkel. C'était à 80 km de Buchenwald. C'était un tunnel et le camp était dans une forêt. Et il y avait des petites baraques dans ces forêts-là, de toutes petites baraques. Et ces baraques étaient destinées pour les armements allemands qui étaient construits dans ces tunnels. Et dans ces tunnels-là, on construisait les fusées F1 et F2 qui étaient destinés, ils sont pilotes, pour aller bombarder l'Angleterre. Alors nous, on nous a placés dans cette baraque, si on peut appeler ça baraque, c'était des trous faits dans la terre. Et on était exténués complètement. Alors moi je dis, je n'ai assez. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Alors je me suis adressé dans l'infirmerie en disant que je suis malade. Je ne peux pas travailler parce que j'ai travaillé dans un commando où le chef de ce commando s'est obstiné à me tuer. Il a dit, celui-là, je ne veux plus le voir. Et si tu viens demain dans mon commando, je te tuerai. Alors je dis non, je ne veux pas aller dans ce commando-là, je veux me sauver. Et je suis allé dans l'infirmerie. Dans l'infirmerie, il y avait des médecins que je connaissais à Javichowitz, qui faisaient la marche ensemble avec nous. C'était un médecin grec, un médecin juif grec qui s'appelle Gamri. Je ne sais pas s'il est vivant ou pas vivant. Il m'a dit, bon, je vais te garder dans l'infirmerie. Et puis dans l'infirmerie, tu sais, tu n'auras pas à manger, parce que si je te garde, je dirais que tu as la diarrhée et que tu ne peux pas aller travailler. Je n'avais pas la diarrhée, mais je ne voulais pas aller travailler, alors tu n'auras pas à manger. Mais je me débrouillerai. Comme j'étais tailleur, je savais coudre. Il a dit, bon, alors tu viendras chez moi, dans le bureau, et tu vas me coudre le bouton, et tu vas coudre pour les autres, et puis on te donnera comme ça un morceau de pain. Mais ça ne suffisait pas, de toute façon.
Et un jour, on a fait des sélections. On a choisi des musulmans. Musulmans, on a appelé des gens qui n'avaient plus de graisse, n'avaient plus de peau, n'avaient que des ossements. Ils étaient destinés pour aller aux chambres à gaz. Ça va. Ça va. Nous sommes le 20 novembre 1995, Jackie Assoun, j'interviewe M. Henri Erstenzang à Paris, France, en français. Cassette numéro 4. Eh bien, je voudrais revenir à une anecdote. On mourait de faim. Mais je vis un qui mourait parce qu'il a trop mangé. Pourquoi? Et ça s'est passé à Jawiszewiec encore. Il y avait un juif polonais. Il était de Lodz. Je ne connais pas son nom, mais je connais son prénom. Il s'appelait Moïse. Alors, c'était un tout petit, avec une grande tête, marron. Quand on le voyait, on riait, presque. Alors, le commandant de camp, il l'appelle. Le commandant de camp, il s'appelait Kowal, et c'était un Polonais converti en allemand. C'était, qu'on appelait ça Volksdeutsche. Vous ne savez pas ce que c'est Volksdeutsche, ça veut dire un Allemand qui était polonais, qui est devenu allemand parce qu'il habitait la Haute-Silésie. Et la Haute-Silésie était annexée par l'Allemagne hitlérienne, par le Troisième Reich. Alors donc, il parlait le polonais et il parlait aussi l'allemand. Et celui-là était le commandant de camp et était très méchant. Comme d'ailleurs tous les commandants de camp, il appartenait à l'URSS, très méchant. Il appelle et dit, Moïsele, hast du Hunger? Ça veut dire, tu as faim? Alors il a dit, bien sûr que j'ai faim. Alors il dit au cuisinier, amène un bidon de 25 litres pour Moïsele parce qu'il a faim. On l'a amené un bidon de 25 litres de soupe et qui lui a dit « Ess mal auf !» Ça veut dire « mange jusqu'au bout ». Le pauvre, il avait faim, il commençait à manger, mais 25 litres, c'est un peu trop. Il était obligé de le finir et puis il est mort ensuite. Je voulais souligner qu'on meurt de faim, mais on peut aussi mourir pour être forcé de trop manger. Revenons à cette... à l'endroit où vous étiez tout à l'heure, à l'infirmerie. Oui. Où on emmenait les malades et les musulmans. À l'infirmerie, il y avait des gens qui étaient blessés dans la mine, ou des simples malades, qui avaient la diarrhée, ou qui avaient des blessures quelconques, ou ils avaient la grippe, ou ils étaient faibles, ils ne pouvaient plus travailler, on les amenait à l'infirmerie, et tous les quelques jours, les SS, les soi-disant médecins, ils sont venus dans le camp de Birkenau, et ils ont fait une sélection, et tous ceux qui étaient maigres, désossés, c'est-à-dire ils n'avaient plus de chair,
on nous a amenés à Birkenau pour être gazés. Et à moi, il m'a dit, fais attention, parce qu'un bon jour, tu restes trop longtemps dans l'infirmerie, parce que j'avais un bras foulé, et je ne pouvais pas travailler. On peut t'amener à... Alors, je suis sorti de cette infirmerie-là, et puis le commandant de camp, il m'a dit, toi, tu vas devenir chef de bloc. Je dis, moi, je suis trop petit, je suis trop faible, moi, je ne peux pas être chef de bloc. Parce que je savais ce que c'est un chef de bloc. Et surtout, un chef de bloc chez des Ariens, c'est-à-dire chez des non-juifs. Il y avait des Allemands, il y avait des Polonais, des non-juifs. Et moi, je devais être un chef de bloc chez des non-juifs. C'était difficile. Alors, je dis, je ne peux pas être chef de bloc. Mais j'avais de la chance, il y avait le capot qui était le capot de camp. C'était un Allemand de droit commun. Il s'appelait Fritz. Il m'a dit, toi, un bloc Eltesta? Non. Moi, j'ai quelqu'un d'autre à ta place. Moi, j'étais content quand il dit ça. Mais d'un autre côté, je me suis dit, celui-là, il va s'acharner sur moi, après, et il va me tuer. Mais j'avais de la chance. Il m'a dit, bon, tu ne vas pas travailler cette nuit-là, tu restes dans le bloc, et demain tu viendras chez moi, je te donnerai un morceau de pain. Et tous les jours, bien entendu, il m'a donné un morceau de pain avec un morceau de saucisson, et puis j'ai partagé d'ailleurs avec mes camarades de la résistance. Dans l'infirmerie, il y avait des médecins de déportés, mais il n'y avait pas de médicaments. Il y avait des aspirines. Il était blessé en aspirine, il était mal à la tête à l'aspirine, mal à la gorge, tout l'aspirine, et il n'y en avait pas assez des aspirines non plus. Et quand on devait opérer quelqu'un, il avait quelque chose sur le doigt, une phlegmone, etc., on l'a opéré à vif, il n'y en avait pas d'anesthésie. Ça, c'était dans l'infirmerie. Et quand on a évacué le camp, moi, comme j'étais loafer, j'étais coursier, je suis allé ensemble avec les autres pour faire la marche de la mort, et tous les autres, ils sont restés, tous les autres malades, ils sont restés dans l'infirmerie, et cette infirmerie-là devait sauter, après ce que les SS, ils ont dit, et tout de suite après notre évacuation avec les malades ensemble. C'est ce qui a été aussi à Auschwitz. Il restait quelques milliers de malades dans l'infirmerie. Et puis les Allemands, ils ont miné le camp. Et heureusement que les Soviétiques ils sont venus libérer ce camp le 27 janvier 1945. Et puis ils ont sauvé quelques milliers de malades exténués, déjà presque morts. Alors je voudrais souligner ces deux aspects. Je travaillais donc à Krawinkel, et un bon jour, je dis, j'en ai assez, je ne veux plus vivre. Je me suis mis dans un commando qui est parti pour Ohrdruf, c'était le camp central, où là-bas il y avait des chambres à gaz, des fours crématoires, et on a gazé, et on a brûlé aussi des gens. Je suis allé à Ohrdruf, et puis je voyais que si je me porte malade, ce sera la mort. Et je le voyais quand même arriver, cette libération. Je savais quand même que c'est la fin. Je savais que les Allemands ils vont perdre la guerre.
Je savais également l'avance des Alliés. Et les Allemands, ils étaient vraiment fous de rage. Ils ont tué, ils se sont vengés sur nous pour la défaite qu'ils ont eue à Stalingrad, pour la défaite qu'ils ont eue après, quand ils étaient obligés de reculer, et même quand il y avait le débarquement en France, le 6 juin 1944, qui nous a coûté beaucoup de morts. Ils se sont vengés sur nous pour leur défaite. À Ohrdruf, on m'a employé pour porter des chemins de fer. Alors, c'était très lourd, moi j'étais petit, et les autres, ils étaient plus grands. Alors, moi, je faisais semblant de porter, mais les autres, ils étaient plus grands que moi, les autres, ils ont porté, moi, je ne portais pas. Alors, ils ont remarqué ça. Alors, ils m'ont mis dans l'hôpital. Ils ont dit, toi, tu es malade, tu vas à l'hôpital. À l'hôpital, c'était une espèce d'infirmerie, c'était pas un hôpital. Et tout le monde était déshabillé, on était tous nus. Et on était deux ensemble dans un lit, avec une couverture, une petite couverture. Et il faisait froid à ce moment-là. C'était le mois de mars. Et un jour, je suis en train de parler avec mon voisin qui était allongé à côté de moi. Je lui parle, je lui raconte une histoire, et puis d'un seul coup, je vois qu'il est mort. Le premier jour du mois d'avril 1945, on nous a dit que vous allez être évacués, et vous allez peut-être être libérés bientôt, parce que les Américains avancent. Et nous sommes obligés de vous évacuer vers Buchenwald. Alors, comme moi j'étais malade, ou soi-disant malade, je suis allé vers les camions qui nous ont attendus. Et les autres, ils sont allés à pied. C'était quand même 80 km de Buchenwald. Et avec les camions, c'était beaucoup plus facile. Et avec tous les malades, et les bombardements d'un côté soviétique, de l'autre côté américain. Et ils ne savaient pas si c'est des camions militaires ou si c'est des camions avec les déportés. Ils ont bombardé les camions aussi. Enfin, notre camion était sauve. Et à la fin, on est arrivé à Buchenwald. Mais ceux qui ont marché à pied, il n'y en avait pas beaucoup qui sont arrivés jusqu'à Buchenwald. Ils étaient presque tous assassinés en route par les SS. Arrivé à Buchenwald, on m'a mis dans le petit camp, parce qu'il y en avait deux camps, il y avait un grand camp et un petit camp. Le petit camp était un nouveau camp, et le grand camp, c'était un camp construit en briques, où il y avait des politiques. Et nous, on nous a mis ensemble avec tous les autres. Mais moi, j'étais déjà exténué, j'étais déjà presque mort, j'étais un musulman. Et on m'a mis dans une baraque, et d'un seul coup, j'entends que tous les Juifs doivent sortir de la baraque. C'était le 8 avril 1945. Tous les Juifs, ils sont évacués des camps. À ce moment-là, je me suis dit à moi, toi, tu n'es plus juif, tu es français. Alors j'avais un triangle rouge, où c'était marqué F, et j'ai mis sur mon veston
Et quand on a appelé tous les Juifs, avec un autre de Belgique, on s'est caché et on n'est pas sorti. Tous les Juifs qui sont sortis, on nous a tous amenés à Theresienstadt. Mais pas beaucoup qui sont arrivés jusqu'à Theresienstadt, la plupart ils sont morts en route. Pour vous dire, dans le camp de Buchenwald, il y avait à ce moment-là 51 000 des internés, la plupart des politiques, les Français, les Allemands, les Yougoslaves, les Polonais, enfin de toutes les nationalités. C'était un camp international et puis la résistance qui était vraiment bien structurée. Et chaque nation avait son armée clandestine et des armes. Et un jour, il y a une délégation de mes camarades qui sont venus des camps, des grands camps, et avec une lettre de Marcel Paul qui était un ancien ministre du Travail, un communiste, qui était dans ce camp, était un des dirigeants de la résistance dans les camps. Et ils m'ont sorti de ce petit camp, ils m'ont amené dans le grand camp, dans la baraque 36, où il y avait tous les Français, et j'étais parmi tout le monde, parmi tous les Français ensemble. Je n'étais pas juif, j'étais français. Et le 11 avril, à 1h30, à peu près, il y avait un haut-parleur dans la baraque. Dans chaque baraque, il y avait un haut-parleur, et la commandanture nous a donné de la musique et des informations qu'ils ont bien voulu nous donner. Et j'entends en allemand que tous les Allemands, tous les SS, tous ceux qui appartiennent aux SS doivent quitter immédiatement le camp. Alors le chef de baraque, qui était un Français qui ne comprenait pas l'allemand, il me demande, oui, tu comprends l'allemand? Je dis oui, on me demande que tous les SS doivent quitter l'allemand, le camp. Il dit, comment tous les SS? Oui, il y en avait des SS qui étaient habillés comme des déportés pour espionner ce que la résistance, ce que les déportés font. Et alors, il y avait tout de suite, il y avait une garde de la résistance devant la porte, et tous ceux qui voulaient sortir des camps, on les a arrêtés, on les a fait prisonniers. Et l'insurrection a commencé à 1h30. Le Mirador, où il y avait les SS avec leurs mitraillettes, les SS, ils étaient maîtrisés, et c'est les commandos des déportés, de la résistance, qui ont pris la place. Et on a vu, en espace d'une demi-heure, des armées entières. Une armée française, une armée polonaise, une armée, sauf les Juifs, parce que les Juifs n'avaient pas de nation, mais ils étaient incorporés dans des nations respectives où ils appartenaient. Et c'était la libération. C'est-à-dire, ça veut dire que la résistance a libéré les camps, a pourchassé les SS dans la forêt de Buchenwald. Ils ont pris 150 SS prisonniers, et 2 heures après, les armées françaises, anglais et américains, ils sont arrivés pour libérer les camps, et les camps étaient déjà libérés. On les a remis, les 150 prisonniers SS, et on a ouvert les camps. La seule chose qui, moi, j'ai été chercher, c'était le ravitaillement. Le poulet, les œufs, la farine, pour ramener, pour ravitailler, pour donner à manger aux camarades qui avaient faim. Mais les Américains, ils nous ont refermé
le barbelés, et puis ils nous ont gardés prisonniers, ils ne nous ont pas laissés sortir parce qu'ils avaient peur qu'on se vengerait sur les Allemands. Je ne suis pas resté longtemps à Buchenwald. Les Américains, ils nous ont donné à manger, mais ça c'était terrible. Des gens affamés, des gens qui n'ont pas mangé pendant des années, à leur faim. Ils ont fait cuire des porcs avec la confiture et ils nous ont donné à manger. Les gens, ils ont mangé parce qu'ils avaient faim, mais ils ont eu la dysenterie et puis ils sont morts, des milliers, ils sont morts après la libération à Buchenwald. Une fois libérés, la Croix-Rouge française est venue et a demandé tous ceux qui peuvent aller, parce que la guerre continue encore, la guerre continue encore à moi. Si les gens qui supportaient le voyage, c'était le voyage en camion, ils peuvent aller en France. Et les autres, qui se sentent faibles, on va les mettre dans un hôpital. Alors moi, j'étais faible, et on m'a mis dans un hôpital. C'était pas un hôpital, c'était une maison de chasse de Hermann Göring qui a été transformée en hôpital. Et je suis allé dans cet hôpital-là, et tout le monde était allongé. Moi, je n'étais pas allongé parce que, pour vrai dire, j'étais faible, mais je n'étais pas malade. Alors je suis devenu infirmier, et j'ai soigné là-bas les camarades. Après quelques jours, il y a une commission qui est venue de Paris. Ils ont commencé à enregistrer tous les Français qu'il faut rapatrier. Alors, ils sont venus vers moi et ils m'ont dit vous n'êtes pas français? Je dis non. Mais j'ai habité la France, j'étais arrêté en France. Vous ne pouvez pas aller en France. Vous n'êtes pas français, vous ne pouvez pas aller en France. Je dis, mais j'étais déporté de France. Je dis, les Français, ils sont responsables de ma déportation. Alors, mon domicile, c'est la France, c'est Paris. Bon, on vous donnera la réponse. 2 jours après, il y avait une réponse, on m'a mis dans un avion de transport, et puis je suis arrivé au Bourget, on était une vingtaine de camarades, tous allongés. J'étais le seul qui était l'infirmier qui soignait les camarades, et puis on nous a mis dans une hospice à la place d'Italie, au Kremlin-Bicêtre. Et après, on est parti à l'hôtel Lutetia, et à l'hôtel Lutetia, on nous a donné des cartes de rapatriement et on était libérés. Et quand j'étais libéré, j'avais personne. J'avais un oncle, un frère de ma mère qui habitait à Viry-Châtillon, était carrossier, qui était caché avec sa femme et ses enfants à Toulouse. Je suis allé chez lui, mais je dis, mais je ne peux pas rester à la campagne, j'ai l'habitude de rester dans une grande ville, je veux rentrer à Paris. Et je dis, mais moi j'avais un logement à Paris, j'avais une petite chambre, je vois ce qu'il y a cette chambre. Ma tête était rasée, il n'y avait pas de cheveux. Les Allemands m'ont rasé la tête, puis il y avait au milieu un chemin qu'ils ont fait exprès pour ne pas pouvoir se sauver. Je suis arrivé chez la concierge, j'ai habité au 28 rue des Sages, dans le 20e arrondissement, à Belleville. La concierge m'a regardé, elle avait peur, parce que j'avais un regard d'un fou, pas de cheveux, puis j'étais très maigre. Alors je dis, vous savez, j'ai habité au 6e étage, la police m'a arrêté d'ici, et je voudrais réintégrer ma chambre. Mais votre chambre, vous ne pouvez pas intégrer parce qu'il y a quelqu'un qui habite dedans. Je dis, mais c'est lui qui habite dedans.
il y a 5 ans, il habitait autre part. Alors il faut qu'il aille où c'est qu'il habitait. Et moi, je vais à ma chambre. Et je dis, je vous donne 24 heures et je vais récupérer ma chambre. Alors, 24 heures après, je suis arrivé, et la chambre était toujours occupée par quelqu'un. Alors, j'ai pris un serrurier, j'ai défoncé la porte, et tout le meuble, j'ai mis par la fenêtre. Et j'ai intégré ma chambre. Et en sortant le matin, me laver, parce que je n'avais pas d'eau dans la chambre, il y avait dans le couloir, j'ai vu une voisine porter une cuvette. Cette cuvette-là m'appartenait, cette cuvette-là. Et moi, j'avais une manie de marquer chaque chose que j'avais, j'ai marqué un H. Alors, j'ai retourné la cuvette, j'ai dit, mais c'est ma cuvette. Vous l'avez pris. Et puis, sa chambre était ouverte. Alors, je suis rentré dans sa chambre, j'ai dit, et ça aussi, c'est à moi. Et ça aussi, c'est à moi. Il faut tout me rendre, je dis. Et je n'avais pas de lit, je n'avais rien. Alors à ce moment-là, ils ont distribué des meubles de Gaulle. Une petite armoire, un petit lit en bois, une table, et puis une chaise, et puis j'ai pris ça et j'ai installé chez moi, voilà. Et c'est comme ça qu'il libre, je habitais encore dans ma chambre. Et après, le gouvernement nous a envoyé nous reposer. Alors j'étais au Vésinet, j'étais à La Baule, et puis j'étais à côté de Grenoble à Bouqueron. C'était une maison de repos de Bunde. Et c'est là que j'ai fait connaissance avec ma femme qui venait visiter cette maison, les anciens déportés, où elle m'a vu et jouer une pièce de théâtre. J'ai joué comme un essai, j'étais habillé comme un militaire allemand, parce qu'il y avait un prisonnier qui a travaillé là-bas, un prisonnier allemand, puis j'ai pris sa botte, j'ai pris son costume, j'ai emprunté, et je me suis habillé comme allemand, et je montrais à tout le monde comment ça s'est passé dans le camp, comment on a martyrisé les gens, etc. C'est là que j'ai fait connaissance de ma femme, qu'elle m'a considéré que j'étais un homme méchant. Ça fait 49 ans qu'on est marié, je suis toujours méchant. Voilà les récits que je voulais dire. Et tout à fait au début, je lançais un appel, un avertissement à la jeunesse, à la future génération. Je dis encore une fois, n'oubliez pas, et il ne faut pas laisser l'oublier, et gardons la mémoire pieusement. Merci. Henri, vous allez présenter vos petits-enfants. Voilà, mon petit-enfant, notre petit-enfant, c'est Benjamin Nakache. Bonjour. Il a presque 15 ans. C'est un petit garçon très gentil. Il va à l'école et puis Il va au lycée, il ne va pas à l'école. Il va au lycée, mais il travaille très bien. J'espère qu'un jour il deviendra quelqu'un, hein, et qu'il n'oubliera pas ses grands-parents, hein, comment ils ont souffert. Et ça, c'est Laetitia, c'est la grande petite fille, et qui va au lycée, et puis bientôt, dans quelques mois, elle va passer le bac. Alors j'espère que ce sera aussi quelqu'un, parce que la famille Nakache, c'est très bien. Alors, ce sont les enfants de Betty et Alain Nakache. Et voilà, ma femme. Et ça fait 49 ans hier que c'était notre anniversaire, qu'on s'est mariés le 19 novembre 1946. J'espère que fêter encore 50 ans. Bon anniversaire. Merci. Henri, c'est qui sur cette photo? Cette photo-là, c'est ma tante.
Elle s'appelait plutôt Dvoira Chabasson. Et elle est disparue dans le ghetto de Varsovie avec ses 4 enfants. Et dans ce ghetto de Varsovie, vos parents ont disparu aussi en même temps qu'elle? En même temps qu'elle. Mes parents, mes frères, ils ont disparu en même temps qu'elle. Elle était très jolie. Regardez les enfants. Et ça, ce sont les 4 Alors, enfants? ça, c'est les enfants de ma tante, c'est-à-dire c'est mes cousines et mon cousin. Je ne me rappelle plus leur prénom parce que quand je les quittais, ils étaient très jeunes. Et eux aussi sont disparus dans le ghetto de Varsovie? Ils sont disparus ensemble avec leur mère dans le ghetto de Varsovie. Et son père, il était déporté à Majdanek et il s'est sauvé de Majdanek, c'est-à-dire il faisait les morts. Quand on a assassiné tout le monde, lui il faisait les morts, il croyait qu'il est mort et c'est comme ça qu'il s'est sauvé. Et puis je l'ai vu en Belgique depuis qu'il est décédé. Cette photo, Bon, j'avais un grand-père qui est parti en Israël en 1920, et puis il avait 2 fils, c'est-à-dire 2 frères à ma mère. Et ça, c'est les enfants de ces 2 frères. Il y a les cousines et les cousins. Et ce sont les seuls parents qui vous restent? Ils sont les seuls parents qui me restent. C'est quoi ce... Ça, c'était un bon de valeur de 1 mark allemand qui était donné à Buchenwald pour les salaires, pour aller acheter à la cantine où il n'y avait rien du tout. C'est le salaire de qui? C'est le salaire du travail. Et malgré avec ces bons-là, il n'y avait rien à la cantine, alors on ne pouvait pas acheter. Mais j'ai gardé un souvenir de cette triste époque. Et ça, c'était distribué pas à tous les déportés? Ce n'était pas distribué à tous les déportés? Non, pas à tous les déportés. Les déportés qui travaillaient bien. Je ne sais pas pourquoi on m'a donné ça, parce que je ne sais pas, je ne me rappelle plus maintenant pourquoi on m'a donné ça, mais je l'avais, je l'ai conservé. Tout. Enfin, je crois savoir que c'était uniquement... Certainement, ils n'ont pas fait seulement pour moi, non, ils ont certainement fait et distribué aux autres aussi. Peut-être les autres, ils ont travaillé dans les camps, ils avaient le droit d'avoir un bon comme ça. C'est des bons qui ont été envoyés un peu partout, mais surtout pour les prisonniers militaires. C'est quoi cette carte? Ça, c'est la première photo d'identité. Après ma libération, vous voyez encore que j'avais peu de cheveux et que j'étais très, très maigre. C'est quoi ce document? Ça, c'est une vraie fausse carte d'identité. Quand je me suis trouvé après la libération, je n'avais pas de papiers. Et j'étais à ce moment-là à Bouquiron, dans la maison de repos de Bund. Et le maire de ce village m'a dit, moi je vais te faire une carte d'identité et je vais les signer. Et les conseillers municipaux, ils ont signé aussi. Alors donc je suis devenu un faux français. Mais en arrivant à Paris, il ne fallait pas que je dise que je suis devenu un faux français. Et je n'ai pas détruit ces cartes-là, je les gardais en souvenir. Mais il faut que je le souligne que quand je suis arrivé à Paris, je voulais régulariser ma situation administrative. Et le préfet de police m'a arrêté en disant que je suis recherché, parce que quand je me suis évadé en 1940 des camps de Vernet, ils ont envoyé des lettres de recherche dans toute la France. Ils l'ont trouvé après la libération, cette lettre, et puis ils m'ont arrêté. Alors j'ai dit, comment vous m'arrêtez, vous voulez me punir parce que je me suis évadé d'un camp occupé par les Allemands. Alors à ce moment-là, ils ont compris, ils m'ont donné
une vraie carte d'identité étrangère, et puis on m'a laissé partir. Quand même. Oui. Ça, c'est une photo d'un groupe de rescapés, de déportés et des prisonniers de guerre qui étaient en train de se reposer dans la maison de Bouqueron. Et c'est là où vous avez rencontré Suzanne? Où là, j'ai rencontré ma femme. Mais après cette photo. Après cette photo. À la même époque. Sinon, elle arrêtait sur la photo. Ok. Henri, c'est quoi cette photo? Ça, c'est une photo d'une manifestation du 14 juillet à Paris, en 14 juillet 1945. Ça, c'est tous les rescapés. Peut-être un peu plus tard étaient... que 45, non? Peut-être un peu plus tard que 45. Non, en 45. Le mois de juillet en 45. Bon. C'était 14 juillet 1945, parce que j'étais libéré. J'étais venu à Paris le 10 mai, et ça c'était le 14 juillet. Et ça c'était le 14 juillet. Et alors de tout cela, de tous ces camarades-là, il y en a deux seulement qui sont encore survivants. Il y a un camarade Kotski, qui a déjà 92, 93 ans, qui habite en Provence maintenant, et moi-même. Et les autres, ils sont tous décédés. Vous êtes à quel endroit, vous? Moi, je suis ici, là. D'accord.